Bonjour à tous. Alors samedi, je fais du jeu de rôle. On continue notre, campagne de Donjons& et Dragons, avec la campagne Tomb of Annihilation et je vais profiter de cette vidéo pour, en fait, vous montrer comment je prépare une partie de jeu de rôle. Donc voilà, je vais tout simplement m'enregistrer, vous montrer un peu quels sont les outils que j'utilise, comment je prépare un combat, ce genre de choses. Alors là, déjà, on voit à mon écran que, Notion, c'est l'outil de prise de notes, que j'utilise et qui est assez pratique, je trouve, pour les jeux de rôle. Vous pouvez voir que j'ai une page en fait pour le suivi de ma campagne, avec, à chaque fois, des liens vers les pages qui me servent à la fois pour préparer la séance et pour prendre des notes pendant la séance, mais aussi pour rédiger mon compte rendu de séance. Là, par exemple, sur la 15e séance, donc qui était la séance précédente, on voit que j'ai tout plein de pense-bêtes sur, des liens d'outils utiles à utiliser. Par exemple, au-dessus, il y a de la musique d'ambiance pour les jungles de chute, qui est le cadre de campagne de cette campagne de Tomb of Annihilation. On a aussi un lien vers AidDD, qui est un super site en français pour avoir plein de ressources sur les règles de Donjons& et Dragons. Puis, je me suis noté aussi des petites choses de routine. Par exemple, nous, dans notre groupe de joueurs, dès qu'on se retrouve, on commence par caler la date de la prochaine session, avant même de lancer la partie, parce que lorsqu'on va finir notre partie vers minuit, 1h du mat, on a de la route, ils sont pressés de rentrer, donc on ne pense pas à faire ça. Alors que si on le fait dès le début de la session, c'est super, on a déjà notre créneau qui est calé, on a pu vérifier les agendas de tout le monde, et comme ça on perd pas de temps dans l'organisation. De même, on se donnait des petits rôles, par exemple, il y a quelqu'un qui va toujours prendre les notes sur la partie, quelqu'un qui va essayer de dessiner les cartes, que ça soit pour l'exploration qu'ils ont fait, tout le voyage qu'ils ont fait à travers la jungle, mais aussi dessiner des salles du donjon, c'est super important parce que vous allez voir là, maintenant le groupe est en plein dans un immense donjon mortel. Oui, cette vidéo c'est un gros spoiler, hein. Si vous comptez jouer Tomb of Annihilation, arrêtez de suite. Les joueurs sont assez avancés dans l'histoire et je veux vraiment vous montrer l'intérieur du donjon. Euh, Donc voilà, ça c'est un peu plein une feuille de routine que je me suis faite avec les joueurs. Alors en vrai maintenant on l'a tellement ritualisé que ça me sert plus à grand chose de l'avoir écrite. Et ensuite je me fais une petite préparation toujours de la séance suivante. Et pendant la partie, je rédige le compte rendu. Donc là, enfin, je prends des notes que je rédige après, que j'envoie à mes joueurs. Donc là, je vais leur envoyer, comme ça ils pourront le lire ce soir et ils arriveront frais demain en sachant à peu près ce qui s'était passé dans la partie qu'on avait faite il y a quelques semaines. Donc vous voyez que tout de suite après, j'ai un lien pour arriver sur ma 16e séance, et voilà. Et ça, c'est ce que je prépare pour la session de demain. Alors, pour la suite, je vais vous amener sur Tomb of Annihilation. Donc, ils explorent cet immense donjon, hein, qui est vraiment un donjon à l'ancienne, très porte-monstre trésor, et encore qu'il n'y a pas beaucoup de trésors. Euh, Ils vont progresser dans les différents étages du donjon. C'est truffé de pièges mortels, mais heureusement mes joueurs sont vraiment prudents. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les portes, et depuis le pas de la porte, ils regardent de quelle gueule la salle a, puis souvent ils se disent « Oh, ça vaut pas le coup, on reviendra plus tard ». Là, par exemple, ils en sont au second niveau, et en fait, vous voyez cette salle sur la droite, c'est un immense piège. C'est-à-dire que c'est comme un tombeau, sauf que c'est un faux tombeau, c'est pas l'une des 9 tombes des 9 dieux charlatans qui ont été enterrés dans cet immense donjon. Cette salle, ça ressemble, mais c'est un piège. L'idée, c'était que si les personnages pénètrent et touchent à la tombe qui est au centre de la salle, euh, les 4 énormes cuves de vin se mettent à se vider et en fait à emplir la salle, sachant que le couloir s'est refermé par un bloc de pierre, et du coup ils vont mourir noyés dans cette salle. Mes joueurs, c'est pas des nazes, ils avaient compris le truc, ils se sont dit ça pue cette salle, il y avait une odeur de vin en plus, enfin voilà, ils ont vu la souricière, et donc grâce à un sortilège de façonnage de la pierre, ils ont réussi à bloquer l'entrée de manière à être sûr et certain que l'entrée ne se referme pas. Ce qui fait que lorsqu'ils ont en effet déclenché le piège, il y a des flots de vin qui se sont mis à se déverser sur eux, mais le vin a continué à s'écouler jusqu'à se déverser dans le gros hall central qui dessert les différents niveaux du donjon.
Donc voilà, ils ont pu survivre à ce piège et en fait, ils sont ensuite repartis par là, après avoir, récupéré d'autres indices, qui étaient ici sur le cadavre d'un infortuné aventurier et en fait, on a arrêté la séance ici. Et moi, j'ai noté de commencer la nouvelle séance cash, par une grosse baston. Pourquoi? Dans chacune de ces cuves, il y avait une espèce d'esprit, maléfique, un esprit du vin, qui habitait ces cuves, qui est, calqué sur le stat block de Sibylle de l'eau. Et en fait, je me suis dit: «Bon, ils ont peut-être échappé au piège, sauf que les cuves, elles se sont vidées, elles se déversent, ils ont du vin qui coule, jusqu'aux cuisses. Donc si ça se trouve, mes esprits du vin là, maléfiques, vont avancer jusqu'à eux et les attaquer». Donc voilà, j'ai prévu un gros combat et l'idée c'est qu'on va le préparer ensemble. Ma session va commencer par ce combat, on va voir comment ils s'en sortent et ensuite le reste de la séance, bah, selon leur choix, hein, on verra bien, où ils veulent aller, mais moi dans l'idée, j'ai lu à peu près toutes les salles de ce niveau-là. Il y a des salles aussi au niveau 1, le niveau précédent qui est au-dessus de leur tête, qui n'ont pas encore visité, donc ils pourront peut-être faire le choix d'y retourner. Donc voilà, j'ai un peu lu tout ça pour l'avoir, en tête. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses intéressantes pour la suite de l'aventure. Bon, dans cette salle-là, il y a ça, c'est l'une des vraies tombes de l'un des 9 dieux. Il y a un petit côté énigme, mais il y a surtout une grosse baston. Donc si ça se trouve, on va avoir une session, on va avoir 2 grosses bastons. C'est pas gênant dans le sens où sur les 2 séances précédentes, on avait, plutôt fait de l'exploration, de l'enquête. Il y avait eu, pas de combat ou très peu de combats. Donc là, d'avoir une session un peu musclée, pourquoi pas, ça va changer. Et si jamais il voit cette zone-là, s'il la découvre, parce que c'est des portes secrètes en fait ici, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est le quartier, enfin comment dire? Le quartier général un peu des serviteurs du maître du donjon, et notamment des morts-vivants qui ont la charge, d'entretenir, le donjon, de réparer les pièges, les réarmer et cetera. Et du coup, il y a le chef de tout ce gang de sinistres, serviteur qui est là, c'est son bureau. Et donc là, on a un super PNJ qui peut donner beaucoup d'infos euh, à mes joueurs sur l'histoire du donjon, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé récemment. Donc ça peut être aussi important pour leur donner, leur dévoiler des secrets. Faut pas hésiter dans un jeu de rôle. Il faut donner des infos à vos personnages, même si on aimerait bien faire un peu comme des écrivains de romans policiers et garder du mystère et faire que les personnages trouvent les réponses, c'est souvent extrêmement dur. Donc faut pas hésiter à donner plus d'infos que ce qu'on aurait voulu donner dans un premier temps. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à apprendre, mais des secrets qui ne sont pas révélés, ça ne sert à rien parce que vos personnages ne les découvrent jamais. Le plaisir d'une partie de jeu de rôle est quand même dans avoir le sentiment de découvrir des secrets, d'avancer, de comprendre des choses. Donc il faut donner des choses, il faut donner à manger à vos joueurs là-dessus. Donc, ce combat. On va jouer avec donc une sentinelle d'eau, qui sera en fait ici plutôt un esprit maléfique du vin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé une petite image qui colle et que je vais imprimer de manière à avoir une petite photo et à me faire, vous savez, un petit jeton d'initiative que je vais déplacer sur mon écran du meneur. C'est comme ça que je matérialise l'ordre d'initiative pour mes joueurs pendant les combats, puis ça leur permet d'avoir un support visuel sur quelle tête a tel personnage ou telle créature. Donc j'ai regardé un peu les statistiques du monstre. Alors, a priori, au début, il paraît pas très résistant. Bon, il y a quand même 60 points de vie, mais une classe d'armure très faible. Mes personnages sont quand même niveau 7 ou 8, donc maintenant ça rigole plus. C'est vraiment des héros, ils peuvent découper tout ce que leur envoie dans les dents assez facilement. Mais attention, vous voyez qu'il y a beaucoup de résistance à toutes sortes de dégâts non magiques. Bon, le feu aussi, évidemment. Donc c'est pas forcément des monstres faciles. Sur mes 3 joueurs, je crois qu'il y en a qu'un, un ou deux qui ont des armes magiques, donc déjà ça va les gêner. C'est difficile de les bloquer hein, avec des états, de les agripper, de les empoisonner, etc., de les entraver. Ça, c'est une stratégie que mes joueurs aiment bien employer, notamment on a une druide qui maîtrise très bien les sorts d'enchevêtrement, d'épines, etc., donc qui arrive très facilement à ralentir
les monstres et notamment tout ce qui est monstre un peu débile qui avance tout droit en chargeant, bah, il souffre trop. Bon, dans cette rencontre, on a que des sentinelles d'eau, donc en soi, c'est pas forcément une rencontre extrêmement intéressante parce qu'il manque des tireurs, il manque des magiciens, quelque chose qui ferait qu'on aurait une complémentarité entre des créatures qui attaquent au corps à corps et d'autres qui sont peut-être, un peu plus sournoises, un peu plus à distance ou qui buffent et cetera. Mais par contre, pour que la rencontre soit intéressante, on va jouer sur l'environnement. Je vais revenir à ma petite carte. L'attaque, elle va avoir lieu, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Elle va avoir lieu donc, sur cette balustrade en fait. Heu, il faut imaginer donc qu'on a un flot de vin qui arrive de ce côté-là, par la salle, par la fausse tombe, qui se déverse dans le gros hall central. Donc si jamais je déclenche l'attaque à ce niveau-là, hem, voilà, vous voyez la scène, il y a les personnages qui ont des flots de vin qui s'écoulent, au niveau de leurs jambes. Ils ont peut-être, du vin jusqu'à leurs genoux, jusqu'à leurs cuisses. Il y a un halfling dans le tas, donc le halfling, il est peut-être quasiment en train de nager, de lutter contre le courant. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui les attrape par l'eau, qui les attaque, hein. Les sibylles de l'eau ont une capacité à agripper et à entraver les créatures. Et en fait, je vais jouer sur le fait qu'il y ait cet espace étriqué ici, pour provoquer des situations assez intéressantes. Par exemple, bah, pourquoi pas balancer, un de mes personnages par-dessus la balustrade, pour qu'il s'écrase 3 ou 4 étages, plus bas. Donc vous voyez, ça fait mal, et ça crée de la tension quoi, si jamais, ça arrive ou si simplement je les menace de cette situation. On a le courant qui force, et en même temps, mes cuves, elles ont pas un stock de vin infini. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le flot va commencer à se tarir. Et je peux mettre une espèce de système de timer, c'est-à-dire que je vais jeter un dé à chaque round pour voir si le flow commence à se tarir. Et à partir du moment où la pression, le débit de vin baisse, euh, bah mes esprits du vin, ils vont sûrement battre en retraite parce qu'ils veulent surtout pas être coupés de leur élément naturel. Et ça, c'est peut-être quelque chose que mes joueurs vont comprendre. Ils vont peut-être trouver une magie ou quelque chose pour dévier le flow, pour réussir à s'échapper du courant d'eau et à remonter à l'étage qui est en hauteur. Donc voilà, c'est comme ça que j'aime bien les combats. On met une grosse pression sur les joueurs, mais en même temps, ils ont des solutions, ils ont ils peuvent utiliser leur environnement pour que ça soit interactif et qu'ils puissent retourner la situation à leur avantage. Voilà. De même ici, là, bon, c'est pas très visuel sur la carte, mais en fait, ce couloir, c'est un couloir en forme d'anneau, de cercle, donc ils peuvent monter pour échapper au flot de main. Voilà, donc on va lancer ce combat. Moi, j'aime bien, quand je prépare un combat, utiliser D&D Beyond, qui est l'outil officiel de Donjons& Dragons, parce qu'il y a ce qu'ils appellent Encounter Builder, qui permet de préparer ces rencontres. Et par exemple, là, la sibylle de l'eau, donc c'est Waterward en anglais, je peux en ajouter une. Là, tout de suite, mon D&D Beyond dit oui, mais attends, tu en mets une, c'est un monstre niveau 3. Toi, ton groupe, enfin, il est même niveau 5. En vrai, il est même pas niveau 5, il est niveau 7. Donc, c'est un peu facile. Qu'est-ce qui se passe si j'en rajoute 2? Bah, 2, je passe à difficulté hard. Et une quatrième, je passe à difficulté mortelle pour un groupe de 4 personnages de niveau 5, sachant que les miens sont niveau 7, hein. Il faut pas hésiter à aller taper dans les difficultés mortelles. Pourquoi? Parce que c'est un gradient de difficulté, à Donjons& Dragons qui a été pensé pour un groupe qui, chaque jour, c'est-à-dire, entre 2 repos longs, ferait, je crois de tête, ces 4 rencontres de difficulté moyenne, 4 ou 5. En vrai, à moins d'enchaîner des bastons tout le temps, enfin, c'est rarement comme ça qu'on fait du jeu de rôle. Il y a quand même la narration, l'histoire qui sont là en premier, on va dire. Du coup, souvent, c'est une, heu, une bataille, 1 ou 2 par journée, entre 2 repos longs. Du coup, faut pas hésiter à aller sur du deadly parce que sinon vos joueurs, ils seront toujours, reposés à fond avec tous leurs points de vie, tous leurs emplacements de sorts et du coup, ils rouleront sur l'opposition que vous allez leur envoyer et ça sera pas super intéressant parce que, une aventure, si elle est pas épique, c'est-à-dire que si, les héros sont pas un peu mis en danger, bah, c'est pas terrible, quoi. Donjons& Dragons, c'est pas aller acheter, le pain à la boulangerie de quartier, faut voilà, des quêtes un petit peu plus, palpitantes, on va dire.
Donc voilà, je pense que je vais mettre, 4, Waterwear, donc esprit du vin. On va voir comment ça se passe et si jamais je me rends compte que ça tourne vraiment trop au vinaigre, que par exemple, il y a un de mes joueurs qui est balancé par-dessus la balustrade, que les autres sont un peu paniqués, qui commencent à serrer les dents, je vais jouer sur le fait que le flux de vin, commence à refluer, du coup, que mes monstres doivent, partir en retraite s'ils veulent pas se retrouver isolés de leur, élément naturel, piégés dans une petite flaque de vin au sol. Voilà. Donc voici pour le combat, ça fera une bonne mise en bouche, et après donc on repassera sur de l'exploration, heu, à voir comment ça se passe. Là, il y a donc une salle où il y a une petite partie d'énigmes, mais c'est surtout une grosse baston, je pense, à moins qu'ils soient malins et qu'ils arrivent tout de suite à comprendre la bonne manière de procéder. Il y a une solution en fait. Il y a un indice dans la salle qui permet à un personnage, un peu malin de pas déclencher tous les combats et de pas avoir là, vous voyez, il y a 6 tonneaux remplis d'ossements en fait, c'est la catastrophe quoi si les personnages, vont direct fouiller dans le sarcophage du dieu, en fait on a, les chaudrons qui se mettent à générer un squelette par tour, donc il y en a 6. Donc il faut qu'ils pensent à les casser les chaudrons. Pendant ce temps, il y a des flopées de squelettes qui vont arriver. Là, en fait, il y a des statues, et au sein des statues, il y a un bouclier et sur le bouclier est gravé un archer qui se met à leur, tirer des flèches d'énergie, enfin voilà, ça rigole pas du tout. Il y a des solutions, par exemple, le bouclier, il suffit de se précipiter pour, le décrocher du mur et le retourner et l'archer ne peut plus tirer vu qu'il ne voit plus sur personne. Il y a, quelque chose à faire, il y a un indice qui permet de dire à aux joueurs que si jamais ils vont s'agenouiller devant, la statue qui n'a plus de visage, parce que le dieu, ne s'agenouille devant personne, donc s'il s'agenouille devant personne, la statue sans visage et tous les pièges sont désactivés. On va voir, ils sont malins, ils nous surprennent souvent, d'inventivité, mais si ça tourne mal, c'est la méga baston et ça peut être fun. Surtout s'ils ont été un peu, titillés par le combat d'avant et qu'ils ont dû utiliser, de la ressource, des points de vie, des sorts, là on va commencer à taper un peu dans les réserves. Et ensuite, ils font une exploration un peu minutieuse. Vous voyez qu'il y a plusieurs salles là qui sont secrètes en fait. Celle-là, c'est une porte secrète. Et de même ici, là, toute cette salle-là avec le pentacle, c'est une salle secrète. Et là, il y a plein de PNJ intéressants parce qu'il y a un génie qui est enfermé dans une lampe et le génie va essayer de négocier avec eux pour se faire libérer. Donc, en fonction de comment il le tourne, ça peut devenir un super allié comme un ennemi terrible, hein, parce que c'est un djinn, non pas un djinn, bref, un génie du plan de la Terre, j'ai mangé le nom. Là, c'est pareil, il y a un Slann qui est une créature extraplanaire extrêmement puissante, mais qui est prisonnière du pentacle. Et si jamais les personnages font la bêtise de sortir le stade du pentacle, ça peut être très chaud parce que c'est une grosse bestiole aussi. Et comme je vous disais, là, il y a Flétry qui est en gros le superviseur de l'entretien du tombeau qui est ici. Donc il y a une belle baston aussi. Mais surtout, il y a de l'info à récupérer, il y a une discussion à avoir avec ce Flétry parce que c'est en gros le second du tombeau, donc il a beaucoup d'informations à donner au PJ. Voilà, donc déjà, juste sur ce niveau, il y a extrêmement de choses à faire. Euh, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas vues à l'étage, et il y a tous les étages en dessous, et ce qui est bien dans ce donjon, c'est que vraiment les accès sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils peuvent, dès le début, parcourir tous les escaliers pour aller au fin fond du donjon. Donc on va voir comment ils font. Je me prends pas trop la tête dans les préparations de partie parce qu'on a souvent tendance à en préparer trop par rapport au rythme réel de l'avancée, donc je lis un peu ce qui pourrait se passer à côté, puis après on voit bien où les joueurs ont envie d'aller, quitte des fois à leur dire si jamais ils tracent et qu'ils ouvrent des portes que j'avais pas prévues, voilà, on dit les gars, on fait une mini pause le temps que je lise un peu le paragraphe, que je me remette en tête comment ça marche, notamment les salles un peu complexes où il y a beaucoup de pièges, des énigmes, des enchaînements un peu délicats de choses à enclencher dans le bon ordre. Donc voilà, faut pas hésiter, vous dites à vos joueurs, allez boire un coup, allez aux toilettes, le temps que je me prépare, et puis dans 5 minutes, on y retourne. Je retourne à mon petit, Notion, et là, on voit aussi que je m'étais fait un petit pense-bête, des autres choses à préparer. Là, par exemple, je leur avais pas donné d'XP, à la fin de la session, on avait oublié, donc là, j'ai noté qu'il faut que je le fasse. Il y a pas trop d'enjeux parce qu'ils viennent de passer un niveau, donc
Ils vont pas progresser ce coup-ci, mais voilà, faut quand même penser à leur donner. Et puis j'aime bien me préparer des petits rappels de qu'est-ce qui pourrait arriver. Typiquement le grand méchant Acerera qui leur met la pression et qui va leur envoyer un message. Alors j'utilisais beaucoup les cauchemars, des visions dans ce genre-là, mais maintenant qu'on est dans son antre, je voyais plutôt un truc comme quoi un squelette s'anime et parle à la place du maître, ce genre de choses. Et j'essaye de noter aussi les choses qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire, ils ont vu des clés squelettes, mais ils savent pas à quoi elles servent. Ils ont discuté avec un esprit, mais ils l'ont pas aidé. Donc ça peut être quelque chose qui, qui va leur retomber dessus plus tard. Ils se sont fait attaquer par un démon de l'ombre, mais ils ne savent pas que c'est un démon de l'ombre, ils savent pas où il est reparti. Donc en gros, j'essaye de noter toutes les situations et les personnages qu'ils ont laissés en suspens parce que c'est des événements qui peuvent leur revenir dessus plus tard. Voilà. Et il faut pas hésiter à faire vivre votre monde comme ça. C'est pas parce que vos personnages délaissent une thématique, un clan, une faction des personnages, que cette faction, ces personnages n'avancent pas de leur côté. Quitte à revenir plus fort, mieux organisé, plus énervé dans 2-3 sessions. Donc voilà pour cette préparation de séance, c'est assez rapide, mais bon, c'est comme je vous disais, faut pas trop en préparer, puis surtout, on va voir comment ça se passe, je vous ferai le compte rendu par la suite. Puis j'aurai aussi à préparer un peu de matériel parce que mine de rien, on va se faire plaisir avec des jolies figurines. J'ai pas mal de squelettes et de décors, vous savez que j'aime bien ça, ça permettra de faire une jolie table. Voilà. Bah, je suis curieux de savoir si ce format de vidéo vous intéresse. Je suis preneur de vos retours si vous voulez que je continue à vous donner des petits tips de préparation de qu'est-ce que c'est les coulisses d'une campagne de Donjons& et Dragons côté meneur. N'hésitez pas à me poser des questions et j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, à plus sur Lootbox.